Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis ravi aujourd'hui sur Ping de recevoir Michel Maffezoli, qui est un sociologue qui sort un livre, qui va sortir un livre, qui s'appelle Le temps des peurs. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler de leadership. Et peut-être la première question pour le professeur émérite que tu es, c'est quoi un leader ? Un leader. Bon, déjà, tu sais que moi je suis un vieux franchouillard, donc j'aime pas les mots qui nous viennent de l'anglais. Mais je considère qu'il y a dans toute société nécessité de quelqu'un qui conduit, dans le sens simple du terme. Et c'est ceux qu'on appelle leaders, sous ces diverses modulations. Mais dans le fond, il y a d'autres mots. Le mot duce, par exemple, revient exactement à la même chose. Peut-être même le dictateur, enfin peu importe. Bon, disons que toute société a besoin, dans le fond, d'élites, qui conduisent quelque part, d'une certaine manière. Et ce qu'on appelle le leader ou leadership, c'est quelque chose de cet ordre. Mais en même temps, un de mes dadas théoriques, c'est de montrer que rien n'est éternel. Tout passe, tout casse, tout lasse, comme le dit la sagesse populaire. Et que nous sommes dans un de ces moments, puisque c'est un peu mon fonds de commerce, si je puis dire, passage de la modernité à la post-modernité. La modernité considérait que, donc encore une fois, le sachant, moi je sais, toi tu sais pas, je te tire. C'est un processus d'éducation fondamentale. Et le leader moderne, si on garde ce mot, savait à la place des autres et conduisait les autres. Voilà. Pour moi, c'est en train de s'achever, cela. Et on le voit bien au niveau de l'éducation, qui ne marche plus fondamentalement. C'est-à-dire que dans le fond, l'éducation repose, encore une fois, sur le sachant qui sait, et qui va imposer son savoir aux autres et qui va le tirer. C'est le mot d'ailleurs éducation. Voilà. Donc voilà ce qui a marqué la modernité. Moi, de mon point de vue, est en train de revenir quelque chose de beaucoup plus ancien, qui n'est pas l'éducation, mais qui est l'initiation. Et voilà ce qui serait, de mon point de vue, le leader post-moderne, c'est-à-dire celui qui, d'une certaine manière, conduit, qui ne repose pas, encore une fois, sur cette idée assez simple et un peu paranoïaque, et à bien des égards, d'ailleurs, même de mon point de vue dangereuse, du sachant, mais au contraire de celui qui sait accompagner. Pour moi, le leader postmoderne, celui qui conduit, fait ressortir le trésor qui est à tout un chacun. Je ne sais pas si tu vois la grande différence, elle est là, pour moi, elle est là. Soit tu imposes, soit encore une fois, tu conduis, tu accompagnes. Là encore, employons un terme propre à la langue anglaise, c'est le coaching. Le coach, dans le fond, il accompagne, c'est un processus d'accompagnement. Voilà la grosse différence. D'un côté, tu diriges, tu conduis d'une manière un peu péremptoire, et quelque peu, alors je dis le mot paranoïaque. En grec, le mot paranoïa, c'est celui qui a une pensée surplombante, verticale. Et à l'opposé de cela, moi, ce qui est en train de se dessiner actuellement, c'est une attitude métanoïaque. Métanoïaque, c'est-à-dire l'accompagnement. Quelque chose qui considère qu'il y a dans tout un chacun quelque chose qui est important et qu'on peut s'employer à le faire ressortir. Dans le premier cas, c'est de l'ordre, encore une fois, du pouvoir. Dans le second cas, c'est un terme que je vais employer qui est difficile à dire, mais qu'il faut dire, il y a une appétence chez jeunes générations de l'autorité. L'autorité, encore une fois, en son étymologie latine, autoritas, c'est ce qui fait croître quelque chose, qui est là. Déjà. Et pour moi, c'est le grand glissement qui est en train de s'opérer concernant cette attitude, encore une fois légitime et anthropologique du leadership. Eh bien, c'est que, d'une certaine manière, on ne peut plus simplement imposer verticalement, mais il faudra tenir compte de ce qui se passe horizontalement, de l'autorité du grand frère. C'est plus la loi du père, c'est ce que j'appelle, moi, la loi des frères. Tu vois, quelque chose de cet ordre qui me paraît étrange. Et alors, du coup, j'en ai au moins deux là tout de suite, mais la première, c'est si on ne doit pas utiliser le mot leader, toi qui es passionné des mots et de l'étymologie, tu utiliseras quel mot en français, je ne sais pas, chef? Le mot chef n'est pas dérangeant, celui qui est tenant de l'autorité pour moi, c'est plutôt ça qui serait important. Celui qui, d'une certaine manière, j'ai bien de dire, accompagne, enfin, le grand frère.
Quelque chose de cet ordre. Et c'est l'expression que j'ai employée tout à l'heure, hein, elle est de Lacan, la loi du père verticale. Là, il y a une attitude qui est beaucoup plus horizontale, Internet aidant, tu comprends, c'est ça, les réseaux sociaux aidant, les blogs, les Twitter, les forums de discussion, etc., fait que ce n'est plus possible, encore une fois, d'imposer, je vais te le dire, puisque tu as dit que j'étais professeur émérite à la Sorbonne, j'ai fait mon cours pendant 30 ans, mon cours magistral habituel dans mon amphi d'Urkheim, mes doctorants, etc. Bien. Sinon que la dernière décennie, j'avais en face de moi ma centaine de docteurs qui étaient là avec leur micro-ordinateur ouvert et qui pouvaient me dire en temps réel, poliment d'ailleurs, « Monsieur, vous faites une erreur, ce texte de Hegel n'est pas de 1823, il est de 1826. » Tu vois, je dis une bêtise, j'en sais rien. Mais voilà, quelque chose qui fait qu'on ne peut pas imposer un savoir, parfois des erreurs, etc., d'une manière péremptoire. Et c'est ce que j'appelle, moi, la loi des frères, c'est-à-dire le fait qu'il y a nécessité, il y a désir, en effet, d'un grand frère qui va nous conduire, qui va, en quelque sorte, aider, pour ce qui me concerne, moi, l'épanouissement des idées, la capacité de réflexion, etc., mais pas, encore une fois, d'une manière péremptoire. Ce n'est plus l'éducation qui va prédominer, c'est l'initiation. Voilà, ce qui me paraît important de bien comprendre. Hyper intéressant. Et c'est marrant cette idée d'autorité, de besoin d'autorité. Autoritas, oui, d'autorité, oui. Alors le mot est difficile à employer en français. Oui, parce que l'autorité, on a tendance à penser à un truc très descendant. On a tendance à passer à l'autoritarisme, etc., etc. Moi, j'aime revenir aux étymologies et je rappelle ce que veut dire le mot autorité. Prenons un exemple simple. Le mot auteur, celui qui écrit un livre, ça vient d'autorité. Le bon auteur, c'est celui qui fait croître tes idées. Voilà, tu vois. Mais le mot auteur, c'est quelqu'un qui l'étymologie, c'est cette idée d'autorité, encore une fois, dans le sens que j'ai indiqué, faire croître, développer. C'est ça qui est en français, en latin, le mot autoritas. Et pour continuer cette logique de pouvoir qui vient du haut, en tout cas d'un truc très descendant, tu différencies beaucoup le pouvoir et la puissance. Oui, c'est la seule idée qui restera de tous mes livres. Peut-être pas. Si, c'est Heidegger qui disait ça, et Anna, cette grande dame de la pensée, Anna Arendt, disait pareil, parce qu'elle avait été l'amante d'Heidegger d'ailleurs, elle disait chaque auteur a une idée dans sa vie. Voilà, Après, on tourne autour de ces idées, de cette idée, on la subtile, on la corrige, on revient, on avance, peu importe. Moi, mon idée, c'était en effet ce que tu viens de rappeler, qui était dans ma thèse d'État, publiée en 1978, ça fait déjà un certain temps, d'une certaine manière, un petit peu. Où je développais justement cette distinction qui existe entre le pouvoir établi, institué, ce sont les institutions, et la puissance instituante, c'est-à-dire, encore une fois, ce qui vient du bas. Et que dans le fond, toute société équilibrée, c'est trouver un accord entre l'institué et l'instituant, si je me fais bien comprendre. Tu vois, encore une fois, ce qui est vertical et ce qui vient du bas. Et voilà ce que j'appelle pouvoir, puissance. Il est des moments, nous sommes dans un de ces moments, où il y a un déphasage entre le pouvoir et la puissance. C'est-à-dire des institutions qui sont à bien des égards déphasées, si je dis le mot savant, qui sont en discrépance, ça ne marche plus, c'est-à-dire déconnectées, pour dire les choses simplement. Et puis une puissance, voilà, qui, de mon point de vue, est en train de s'afficher, qui va s'affirmer de plus en plus, ce que j'ai appelé l'ère des soulèvements, et que je poursuis dans le temps des peurs, c'est-à-dire qu'on va voir en quelque sorte une multiplicité de révoltes, de soulèvements, contre quelque chose qui est une espèce, que je dirais, d'asepsie de la vie sociale. Cette saucisse qui a prédominé pendant 2 ans, les gestes barrières, le port du masque, moi je dis la muselière, enfin toute une série de choses qui reposent sur une idée simple, il faut aseptiser la vie, pasteuriser la vie. Et mon idée de base, c'est que la peur de la mort n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Voilà un peu l'idée fondamentale. Et que dans le fond, le pouvoir, justement, quand il est en déshérence, quand il pressent que d'une certaine manière, cette élite a perdu la bataille, ce qui, de mon point de vue, est le cas, elle devient de plus en plus violente. Moi, j'ai eu un de mes maîtres qui était Julien Freund, un grand polémologue à Strasbourg, il disait que les combats d'arrière-garde étaient les plus violents. D'arrière-garde, c'est-à-dire quand on pressent que l'on a perdu, donc on tue. Ça devient sanglant. Et pour moi, c'est un peu cela qui s'est passé, c'est ce que je développais déjà à l'époque, d'une manière un peu prophétique dans ma thèse d'État, une espèce d'aseptisation de la vie sociale, d'hygiénisation. Alors que les sociétés équilibrées ont su, en quelque sorte, accepter la finitude.
La mort est ce qui nous attend. Il faut l'accepter, cette idée de la finitude. Voilà. Hein. Je suis un vieux catholique et dans le fond, dans le vieux catholicisme traditionnel, il y avait Notre-Dame de la bonne mort. Hein. On ne niait pas la mort, Notre-Dame du bien mourir, enfin, etc. On s'accordait rituellement, on homéopathisait la mort. Voilà. Et pour moi, de mon point de vue, c'est ce que toutes les sociétés équilibrées n'ont pas nié la finitude, mais l'ont ritualisée. Se sont accordés avec elle. Alors que l'hygiénisme du pouvoir, ou l'hygiénisation, pasteurisation, enfin peu importe, le risque zéro, hein, un truc comme ça, quoi, est quelque chose qui est contre-productif, parce que c'est ce qui, d'une certaine manière, va aboutir ce qui est en train de se passer à la multiplicité des excès, des violences sanglantes et multiples, hein, des bandes de banlieue, ou pas que de banlieue, les meurtres de ces jeunes entre eux, etc. Pour moi, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est qu'en quelque sorte, quand on a progressivement alors interdit de fumer, la ceinture de sécurité quand on prend la voiture. Moi, j'ai pas de voiture, donc la question... Moi, je fume pas et j'ai pas de voiture. Moi non plus, je fume pas, c'est pas la question. Mais je me souviens de m'être battu contre une espèce de sotte, une ministre de l'époque, je crois qu'elle s'appelait Ségolène Royal, quand elle a fait une loi contre la fin de... le bizutage. Hein, c'était il y a une vingtaine d'années. Et je lui avais montré, on avait débattu, il y avait eu un article dans le Nouvel Obs où je lui montrais que, dans le fond, moi je ne suis pas précisément pour le bizutage, mais disais que c'était une manière de catharsiser, comme dirait Aristote. Hein. On se purge de la violence dans ces processus de bizutage, même s'ils sont parfois violents, ces bizutages. Hein. Il y a eu beaucoup de dérapages. Non, mais bien évidemment, bien évidemment. Mais il n'en reste pas moins que c'était un rituel, comme le carnaval au Moyen-Âge, la fête des fous, les processus d'inversion, etc. Voilà. Et que c'est quand on refuse ces ritualisations, alors bizutage, toutes ces choses-là, qu'on risque d'aboutir à ce que la violence, dès lors, devienne perverse. Hein, pervia. Hein, pervers, c'est ce pervia, ce qui prend des voies détournées, qui ne peut plus sortir de soi. Hein, c'est ça la catharsis d'Aristote. Hein. Il faut sortir de soi, et si on le fait, si on ne trouve pas les rituels pour le faire sortir, eh bien, ça devient pervers. Voilà un peu. Je ne sais pas si ce que je dis est intéressant. Si, c'est très intéressant, mais du coup, je vais revenir à l'entreprise. Est-ce que tu penses que dans l'entreprise, en ce moment, il y a une problématique de motivation des équipes, en particulier, les gens sont plus motivés, voire il y a eu cette tendance aux États-Unis qu'on a appelée le Big Quit, donc beaucoup de gens qui quittent leur travail. Oui. Ici, on l'a vu un tout petit peu dans la restauration. Et puis, on parle maintenant d'un truc qui s'appelle le bore-out, c'est-à-dire des gens qui font, entre guillemets, le strict minimum. Ils veulent pas... Voilà. Oui, est-ce que tout ça, c'est lié à ce que tu décris, c'est-à-dire ce besoin d'autorité, mais autorité au sens où tu l'as défini tout à l'heure, et justement à cette fatigue de ce pouvoir un peu tombant. Oui. Tu le sais certainement, j'interviens souvent pour des chefs d'entreprise, dans des divers clubs de patrons. Là, je vais en faire 3 ce mois-ci. Et ils sont confrontés justement à comment, en quelque sorte, motiver. Hein. Ils se rendent bien compte que ceux qu'ils ont appris dans les écoles de commerce, dans les business schools habituelles, qui sortent de là, tout ça, bien sûr. n'est plus en pertinence, et que pour motiver ces jeunes, c'est autre chose qui est en jeu. Voilà. Moi, ma règle, je vais te la dire, et puis je l'explique. Ce que j'explique à ces chefs d'entreprise, je dis, vous n'obtiendrez de la compétence que si vous mettez l'accent sur l'appétence. Hein, appétence, compétence. Appétence, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, non plus avoir simplement une vision rationaliste du management, ce qui a commencé avec Weber, rationalisation de l'existence, ce qui s'est achevé avec Ford et le taylorisme. Hein, c'est-à-dire, dans le fond, on ne va penser la gestion qu'à partir des valeurs rationnelles. Alors que, du coup, il faut reprendre en compte tout ce qui constitue l'entièreté de l'être, les passions, les émotions, les affects, sous ces diverses modulations. Et que vous ne mobiliserez, je dis, de l'énergie juvénile que si vous savez justement prendre en compte cet aspect émotionnel, comme l'on dit. Voilà, tu vois. Voilà un peu, pour moi, cette appétence. Hein. Un exemple parmi d'autres, quand Google va imposer à tous ses employés de passer entre 15 et 20% du temps de travail à faire autre chose que le travail. Hein. Lire, faire de la poésie, papoter, faire la littérature, etc. Étant entendu que par après, il va réescompter cela. Hein. Les logos sont l'expression, je dirais, quelque chose qui fait qu'on va intégrer des aspects que le rationalisme avait laissés de côté. Le ludique, le festif, l'onirique.
Voilà des éléments importants qui sont constitutifs, je dis bien, de l'entièreté de l'être individuel et de l'être collectif. On l'avait laissé de côté, je vais en donner un exemple, et on est en train de le récupérer. Il y a un historien américain qui s'appelle Thomas Kuhn, qui a écrit « Structure des révolutions scientifiques », c'est-à-dire il montre comment ce qui a prédominé à partir du XVIIe siècle, c'est, il le dit en latin, une société qui a mis l'accent uniquement sur la via recta de la raison, la voie droite. Et que pour aller dans cette voie droite, il fallait laisser sur le bord de la route, il le dit encore en latin, toute une série d'impedimenta inutiles, c'est-à-dire des bagages qui alourdissaient la marche. C'était ce que je viens de dire, le rêve, la fête, le jeu, etc. Bon. Et que d'une certaine manière, c'est un peu ce qui est en train de se passer, on a été droit dans le but et droit dans le mur, si je puis dire. Oui, bien sûr. Et que d'une certaine manière, les plus subtils des chefs d'entreprise se rendent compte qu'il faut reprendre ces bagages que l'on avait laissés sur le bord de la route, non pas en tant que tel, tu vois, mais l'homéopathiser, là encore, tu vois, la ritualiser. Et c'est intéressant de voir revenir, dans le cadre des entreprises, justement, la prise en compte de passer du temps à boire un café, passer un week-end ensemble, toutes choses qui sont, somme toute, anodines, mais qui mettent l'accent, encore une fois, sur les éléments émotionnels de tout un chacun, et pour moi, de la société en son ensemble. Voilà le vrai changement qui est en train de s'opérer. Et nous pourrons, tu vois, il faut être attentif. Là encore, c'est une de mes obsessions. Il faut être attentif à l'atmosphère, au climat. Un philosophe espagnol que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ortega y Gasset, parle de l'impératif atmosphérique. Tu vois, un impératif, on est déterminé véritablement par le climat de l'atmosphère. Et tout comme il y a un changement climatique que l'on sait, il y a aussi un changement climatique spirituel. Et donc l'impératif atmosphérique actuellement, pour moi, c'est la prise en compte, encore une fois, de tous les éléments, je répète, constitutifs de l'entièreté de l'être. Et pas d'un morceau, pas simplement du cerveau, pas simplement de la tête, mais véritablement de tout ce qui constitue notre corps. C'est ce que j'ai appelé, moi, la raison sensible. Cette conjonction des sens et de la raison. Et alors, tu parles à des grands patrons. Oui. Comment ils réagissent à ce genre de discours? Parce que moi, ce que j'observe, c'est que soit ça vient de plus petites structures, ou alors il y a quelques patrons, j'ai quelques noms en tête, qui vont effectivement dans ce sens-là, par croyance personnelle, qui ont compris ça, mais la majorité, ils sont encore quand même dans des structures et dans des cultures hyper modernes, pour reprendre ton terme. C'est pas mon sentiment. Non. C'est pas mon sentiment. Comment ils réagissent justement? Ça m'intéresse. J'interviens souvent pour des comités directeurs ou pour des clubs. Il y a des petits clubs, il y en a beaucoup. Moi, je suis dans j'interviens souvent dans un endroit qui s'appelle l'APM, où il y a quand même 7 ou 8 000 patrons, tu vois, mais que des petits clubs de 20 personnes, etc. Et je dis ce que je te dis, tu vois, j'ai un plan, un discours comme ça, où je rappelle ce glissement que je viens de dire, modernité, post-modernité, non pas un morceau, mais l'entièreté, etc. Et je suis frappé de voir non seulement l'attirance, mais le fait j'ai des discussions passionnantes, bien plus qu'avec mes chers collègues de la Sorbonne, si je puis dire, ou mes chers collègues sociologues, qui sont à bien des égards déterminés par une espèce d'hégéliano-marxisme un peu désuet, etc. Alors que ces patrons, pour une raison simple, un chef d'entreprise, il faut que ça marche, il faut faire du fric. Et il se rend bien compte que pour que ça marche et que ça fasse du fric, il faut tenir compte de l'atmosphère dans laquelle on se situe. Et moi, je prends un exemple simple. Je leur dis, vous vous souvenez de ce qui arrive aux dinosaures, Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas su s'adapter au changement climatique, à l'atmosphère qui était là. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'on dit, qu'on raconte. Et d'une certaine manière, une entreprise risque de subir le sort de ces dinosaures si elle ne sait pas s'ajuster au changement climatique, à l'impératif atmosphérique, au changement d'imaginaire. En fait, je suis un disciple de Gilbert Durand, donc au changement d'imaginaire qui est en jeu actuellement. Qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire? C'est les mythes, les symboles, les fantasmes, les fantasmagories qui nous constituent, qui constituent une société. Voilà. Et donc, de mon point de vue, il y a un changement d'imaginaire et je suis frappé. C'est pour ça que je dis, j'ai pas ton sentiment, mais ça veut rien dire. Peut-être que je me trompe totalement aussi. Mais je suis frappé, en tout cas, dans mon expérience, de voir comment ces chefs d'entreprise sont attentifs, au contraire,
à ces changements, attentifs au fait qu'ils ne vont pas simplement analyser la situation à partir d'un matérialisme de base, mais se rendre bien compte qu'il y a ce retour du spirituel, du culturel, de dimension, je dirais, de penser le visible à partir de l'invisible, si je le dis simplement. Voilà, et je trouve qu'au contraire, les plus subtils, il y en a des quantités qui, tu as raison, oui, bien sûr, restent sur le modèle moderne, un peu désuet, mais globalement, au contraire, moi je suis frappé de voir comment il y a une espèce d'appétence, là encore, un désir de s'accorder à l'esprit du temps. Et d'ailleurs, tu as parlé du mot de spiritualité, et je trouve ça assez étonnant. Donc, ce podcast, je reçois que des CEO de structures ou alors des chercheurs ou des chercheuses potentiellement. Et en fait, le mot de spiritualité revient de manière assez systématique. Oui. Ce qui, enfin, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'était pas du tout le cas avant. Ou alors c'est le cas bien avant, parce qu'il y avait la religion catholique qui était très présente. Et puis après, on a effectivement rationalisé, et donc le spirituel est complètement sorti, en fait. Oui. Non, c'est un mot qu'il est difficile à employer. Même moi, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal. Je n'ai pas du mal, je le fais. Mais enfin, avec toujours, je me dis, comprenez-moi bien ce que je veux dire, etc. Ouais. Parce que le mot spirituel peut renvoyer, en effet, à des éléments par trop archaïques, tu vois, que l'on aurait censément dépassés, etc. Mais ce qui est frappant, c'est que, qu'on le veuille ou non, revenons sur l'échelle. Alors, l'élite au pouvoir a peur de ce mot. Quand je dis l'élite, politique, journalistes, experts sur leurs diverses modulations. Pourquoi ils ont peur ? Pourquoi, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas là-dessus. J'aime pas le pourquoi. Moi, je m'intéresse qu'au comment des choses. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un mot qui ne passe pas. Qui a du mal à passer, alors que de fait, là encore une fois, au niveau de la puissance, au niveau de ce qui vient du bas, d'une certaine manière, et en particulier chez les jeunes générations, moi je te dis, j'en rencontre très très souvent, et je vois comment il y a cette espèce, là encore une fois, j'emploie ce mot qui me plaît, de l'appétence pour ces choses que l'on qualifie de spirituelles. C'est-à-dire, c'est quoi le spirituel ? C'est ce qui, je dirais, met cette espèce de conjonction entre l'esprit et le corps. C'est ça l'entièreté. Qui est un terme que j'aime employer fréquemment, encore une fois, non pas un morceau, c'est-à-dire ce qui est purement le cerveau, mais au contraire, en quelque sorte, cette espèce de conjonction de ce que j'appelle la raison et le sensible. Alors, il se trouve que chez ces jeunes générations qui ne sont plus forcément dans leur totalité, bon, encore une fois, il y a des quantités de contre-exemples à ce que je dis, mais qui dans leur totalité ne sont pas dominés par une conception purement politique du monde, purement économiciste du monde, etc., mais mettent l'accent sur d'autres valeurs qui intègrent cette spiritualité. On a fait dans mon centre une étude il y a quelques années sur les jeunes qui sortaient de HEC, de Centrale, de Polytechnique, etc. Et ce qui était frappant, c'est qu'il y a une petite décennie, et ça s'est développé, ces étudiants-là sortant de ces grandes écoles, ne rentraient pas directement dans le boulot, mais allaient passer 1 ou 2 ans à faire de la solidarité, des trucs humanitaires ici ou là, etc. Et en se rendant bien compte, moi j'avais traduit ça en disant qui perd gagne. C'était une perte de temps, mais qui de fait élargissait leur capacité et leur manière de voir. Voilà, donc voilà un petit exemple simple, tu vois, qui fait qu'on n'est pas uniquement déterminé par le travail. On ira, il faudra y aller, il faut gagner sa croûte, c'est tout y compte. Mais qui n'en reste pas moins qu'on savait, en quelque sorte, passer du temps à des formes assez, je dis, archaïques, et pour moi, c'est pas péjoratif, de solidarité, d'entraide. D'ailleurs, tu utilises le mot travail. Quand on retourne à la racine du mot travail... Tripalium. C'est ça, c'est pas un très... c'est un élément que j'insiste souvent à chef d'entreprise. Je rappelle que cette expression que l'on utilise à tire-larigot, et je me souviens l'avoir signalé ce fait à des présidents de la République qui discutaient avec moi. L'expression valeur-travail vient du Capital de Karl Marx. Je sais que j'avais dit à tel président de droite, vous êtes marxiste sans le savoir. et de fait, le mot valeur-travail, l'expression valeur-travail est devenue une expression très utilisée. C'est fini. De mon point de vue, voilà une expression qui a fait son temps, qui est désuète, et qu'on ne mobilise plus de l'énergie juvénile sur le mot travail, et a fortiori en faire une valeur, une valorisation, ça.
Et alors, à l'opposé de ça, moi, je considère, et c'est un peu ce que j'essaie de dire dans mes divers livres, et puis d'une certaine manière quand je parle, encore une fois, quand quelque chose naît, quand quelque chose est en décadence, il y a toujours une renaissance. Et que de mon point de vue, c'est le mot création, créativité qui va de plus en plus l'emporter. Et que nous sommes là-dessus en retard d'une guerre, en particulier en France. C'est-à-dire, la créativité, c'est justement utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, le rêve, le jeu, les fantasmes, etc. Voilà. Et que cela aboutit à une performativité au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, pas simplement, encore une fois, la valeur travail, mais quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Voilà un peu mon sentiment. Donc, non plus le travail, mais la création. Et que les élites restent encore sur le mot valeur, l'expression valeur-travail, alors que de fait, il y a ce désir de faire de sa vie d'une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner. Voilà, ce côté un peu sloganesque que je dis traduit une sensibilité générale actuellement, ne plus perdre sa vie à la gagner. Donc on va devenir... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question du sens du travail. Oui. Et effectivement, quand on revient parce que, alors, tu peux nous réexpliquer le mot travail, la racine, c'est une sorte de... La croix, tripalium. C'est-à-dire se mettre... Non, la croix, c'était un truc comme ça, c'était le crucifix, d'une certaine manière. C'est ça, le tripalium. C'était ce moment où on te mettait en croix, si je puis dire. C'était pas la croix comme ça, c'était, disons, la croix comme ça, romaine. Mais, de fait, le mot travail, tripalium, était quelque chose qui était péjoratif, on ne peut plus. Et d'ailleurs, pour mémoire, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est ça qui est intéressant et qu'il faut avoir à l'esprit. Le travail, c'était pour les classes serviles, esclaves, classes serviles, tiers-état, etc. Souviens-toi de cette expression que nous avons en langue française, l'homme noble, la noblesse, qui travaillait dérogé. C'est-à-dire qu'il perdait sa qualité de noblesse s'il se mettait à travailler, ou s'il faisait du commerce, etc. Il dérogeait. Et ce n'est que fin du XVIIIe, début du XIXe, que ce qui était une nécessité va progressivement devenir une valeur. Avant, c'était une nécessité. Il fallait bien. Voilà. Mais il fallait que d'autres classes le font, et encore une fois, la noblesse ne se prêtait pas à ça. Et on le trouve chez Kant, par exemple, Emmanuel Kant, qui définit sa philosophie en parlant des impératifs catégoriques. Et un de ceux-là, je ne sais pas si c'est le premier, il dit l'impératif catégorique, ça, tu vois, ça, impératif, c'est ainsi, et catégorique, on ne peut pas s'en passer, c'est le travail. Et la définition qu'il en donne, c'est ce qui aboutit à la réalisation de soi et la réalisation du monde. C'est ça l'économie. Et puis, je dis Kant, et à la moitié du 19e, c'est Karl Marx. Quand, dans Le Capital, il va utiliser le mot valeur-travail, c'est-à-dire ce qui était une nécessité est valorisé. Pour moi, ça c'est fini. Voilà. Exact. Soyons clairs. C'est encore officiel, ce n'est plus officieux. Dans la société, ce que j'appelle moi la société officieuse, qui serait l'équivalent de la puissance, etc., au-delà de la société officielle qui, elle, manie le pouvoir, dans cette société officieuse, il y a ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire, encore une fois, l'attention qui est mise, voilà le mot essentiel, qui est un mot très simple, l'attention qui est mise sur le qualitatif de l'existence, la qualité de vie, sous ses diverses modulations, et pas simplement une simple dimension quantitative. Voilà un peu, si tu veux, pour moi, ce glissement qui est en train de s'opérer. C'est hyper intéressant, et c'est vraiment, en repartant de la racine des mots, oui. Ce qui était, encore une fois, un supplice. Le tripalium, c'est un supplice, soyons clairs, encore une fois. Et donc, c'est devenu, encore une fois, une valeur, mais très tardivement, ce n'est qu'à la moitié du 19e, c'est-à-dire pas très loin de chez nous. C'est hier. Non, mais oui, c'est hier. Voilà, quoi. C'est hier. Est-ce que tu peux nous parler de la figure du prophète, et en particulier dans le milieu du travail, évidemment? Oui. Oui, ben restons sur le travail. Moi, de toute façon, encore une fois, moi, je t'ai dit, j'ai beaucoup discuté avec ces chefs d'entreprise. Au début, je me suis dit, mais j'ai rien à leur dire. Mon truc est trop rêveur. C'est du baratin. Et au contraire, je trouve qu'il y a chez eux cette espèce de discussion, etc. Alors, prophète, excusez-moi d'être encore pédant, mais chacun a sa nature. Donc... T'es extrêmement pédant. Étymologiquement, le mot prophémie, ça ne veut pas dire avant, mais dire devant.
Donc un vrai prophète, c'est celui qui dit devant les autres. Je me fais bien comprendre, hein, non pas avant. En général, quand on dit le prophète, c'est celui qui a des visions. Voilà, qui avance, qui dit avant tout le monde, etc. Non, le vrai prophète, c'est celui qui dit devant, prophémie en grec. Voilà. Et donc, oui, alors moi je considère que, au-delà du conformisme ambiant actuellement, la bien-pensance, politiquement correcte, moi j'ai occupé la chaire de Durkheim à la Sorbonne, ce que Durkheim appelait le conformisme logique. C'est-à-dire ce qui est en train de dominer dans le mainstream, sous ces diverses modulations. Dans la presse que personne ne lit plus, la télé ou la radio qu'on écoute assez peu, d'une certaine manière, enfin, et de moins en moins. Là, ça reste, encore une fois, cette espèce de bien-pensance. C'est-à-dire, dans le fond, des discours qui ne sont plus en phase avec la vie quotidienne, puisque mon grand dada, quand même, c'est la vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est là que se fait véritablement la culture, c'est la manière d'être ensemble, etc. Bon. Donc, il y a cette espèce de déphasage, et on est dans un moment où, dans le fond, ces élites continuent à seriner des discours qui ne sont plus en phase. Je cite souvent ce grand théoricien qu'est Raymond DeVos, quand il dit « j'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Et d'une certaine manière, les discours officiels, c'est un peu cette image de Raymond DeVos. À l'opposé de cela, l'attitude prophétique dans le sens étymologique que je viens de dire, c'est-à-dire celui qui va échapper à ce conformisme logique, celui qui, d'une certaine manière, disons-le tout net, puisque c'est un mot, moi, que j'emploie souvent, qui sait renifler le social. C'est-à-dire ce qui se passe au niveau du vécu, dans la banalité de l'existence, etc. Et que, d'une certaine manière, voilà, c'est donné à peu, actuellement, malheureusement. Il y a un ensemble de discours qui restent des discours convenus, dominants, sous ces diverses modulations. Et en même temps, je reviens là-dessus, Internet aidant, forums de discussion, blogs, Twitter et autres, quelque chose qui, de mon point de vue, est prophétique. C'est-à-dire où on ne se détermine plus par rapport à ce qui est le discours officiel, mais à partir de ce que je vis avec d'autres ici et maintenant, dans la banalité de l'existence. Voilà la vraie prophétie pour moi, dans le sens simple du terme. Non pas celui qui, encore une fois, d'une manière verticale et surplombante, va imposer un savoir convenu, c'est ça, les lieux communs, voilà. Mais au contraire, justement, ce qui est une espèce de vrai chemin méditatif à partir de ce qui est vécu. Voilà pour moi ce qui est la prophétie. Parler devant, c'est être. Être avec d'autres, tu vois. C'est ça. Disons-le, alors oublie l'étymologie, en interaction, en réversibilité. Un de mes grands amis, qui est un sociologue, un penseur de mon point de vue qu'on oublie par trop, Jean Baudrillard, mon grand ami, eh bien c'est lui qui le premier avait rendu attentif à ce que j'indique, à sa manière, pas avec les mêmes mots que moi, mais fondamentalement, il mettait l'accent sur la majorité silencieuse, par exemple, tu vois, etc. C'est lui qui le premier a employé ces mots de viralité, de réversibilité, tu vois, de processus d'interaction sous ces diverses modulations. Et lui, il n'était pas très féru des nouvelles technologies, mais compte tenu de ce développement technologique, qui, de mon point de vue, est en train de réenchanter le monde, tout ce qui se passe au travers d'Internet et autres, la cyberculture sous ses diverses modulations, ce que mes amis brésiliens appellent le net-activisme, tout cela montre que, d'une certaine manière, ce processus de réversibilité est fondamental. Alors, pour moi, le prophète, c'est ça. C'est-à-dire celui qui renvoie, non pas à un savoir qu'on impose du haut, mais avec cette réversibilité, cette rétroaction. On peut le décliner de diverses manières. Et alors, je te l'ai dit, ce podcast, il parle beaucoup de care, donc de prendre soin. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à une société de biens, une société où on va prendre soin. Je pense qu'on n'aura pas trop le choix. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça t'évoque, toi, le care. Ah, pour moi, je suis très opposé à ce terme-là. Okay. Il faut m'en excuser. Je l'ai dit un peu tout à l'heure en disant que c'était un peu ma thèse d'état de l'époque. Bon, j'en ai sorti un livre qui s'appelait « La violence totalitaire ». Pour moi, la violence totalitaire, c'est la violence de l'État. Je suis un vieil anarchiste, donc c'est la violence de l'État. Et j'avais fait une critique, c'était pas de mode à l'époque, du progrès.
Donc, encore une fois, de cette prise en compte, comme ça, en fonction du progressisme de la société. Et je faisais le second élément de ma critique, c'était ce que j'appelais l'idéologie du service public, c'est-à-dire, dans le fond, les technocrates, les bureaucrates, en disant le service public a pris le public à son service, si je puis faire une inversion de termes. Et donc, dans le fond, c'est ça, le soin. Moi, je sais, toi, tu sais pas, et tu vas te soumettre. Dans le fond. Les deux mots que j'avais employés pour bien comprendre cela, et c'est ça, pour moi, le danger du care, c'est protection, soumission. Je te protège, tu te soumets. Et que fondamentalement, c'est ça l'idéologie du service public, c'est ça l'idéologie de l'ascétisme, c'est ça l'idéologie de l'hygiénisme, c'est ça l'idéologie du care, du soin, pour les autres, à la place des autres. Alors que, de mon point de vue, ce qui est équilibré, ce qui est le propre de la sagesse populaire, ce qui va susciter pour moi les soulèvements contre les diverses impositions hygiénistes contemporaines, que ce soit le truc vaccinal, les machins, les choses, et tutti quanti, c'est que justement la sagesse populaire sait homéopathiser, intégrer le mal sans encore une fois, être dominé, soumis, et que d'une certaine manière, ce que j'ai appelé tout à l'heure, dans le fond, la peur de la finitude, c'est une manière, donc c'est-à-dire de la mort, soyons clairs. C'est ça le soin, fondamentalement. Et que cela conduit à son contraire. Voilà. Alors que les sociétés équilibrées arrivent à, je redis mes mots, homéopathiser, ritualiser. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre prendre soin et le harcèlement du bien? J'ai l'impression que ce que tu décris, c'est une sorte de harcèlement du bien où je veux absolument ton bien, donc je vais te forcer, versus le prendre soin qui est t'écouter. Oui. Si tu veux sauver ton moqueur, je ne vais pas t'embêter là-dessus. Je ne vais pas t'embêter là-dessus. Mais pour moi, il y a une suite logique. C'est-à-dire que c'est ce prendre soin qui aboutit à la soumission. Voilà. C'est dans la. Je suis attentif. Je suis quand même. Ma vraie formation, c'est la logique en termes de logicien. Et en termes de logique, la logique, c'est quand on voit ce qui conduit inéluctablement à quelque chose auquel on ne s'attendait pas, que l'on ne voulait pas. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a dans ce prendre soin quelque chose de généreux, soyons clairs. Je ne veux pas du tout nier ça. J'essaie de voir à quoi cela peut conduire. Prenons un exemple simple. Moi, je l'ai vu avec mes enfants. Si dans le fond, tu prends trop soin de tes enfants, ils oublient d'une certaine manière eux-mêmes à faire leurs propres expériences, qui peuvent être perverses, ou en tout cas qui ne rentrent pas dans ce qu'un bon éducateur, un bon parent voudrait pour ses enfants. Mais de mon point de vue, il y a toujours nécessité de cette espèce d'écart. Du fait qu'on ne va pas obéir tout à fait à la loi, etc. Et que l'on apprend énormément, encore une fois, des excès que l'on peut faire. Boisson, fumée, machin chose, ceci, cela, etc. Et que plutôt que de prendre soin a priori et d'une manière systématique, il convient, encore une fois, de savoir accompagner. C'est ça l'initiation. Ce que j'appelle l'initiation et pas simplement une éducation qui impose. Donc, oui, voilà en quoi, d'une certaine manière, dans l'éducation, si on ne prendre soin, enfin, si on oublie, encore une fois, l'aspect fondateur qui nourrit fondamentalement un être, c'est la capacité d'arriver, je redis sur ce mot que j'ai employé plusieurs fois, à homéopathiser le mal. Le mal est là, il faut faire avec. Et il ne sert à rien de faire de la dénégation, c'est-à-dire de dénier le mal. Il faut au contraire trouver les moyens de s'en accommoder, de s'ajuster. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, le carnaval, les fêtes des fous, le duel. Le duel, c'était toujours au premier sang, les vrais. C'est-à-dire que si un sang avait coulé, ça va, on était sauvés. Mais c'était beau comme idée, c'est-à-dire non pas hygiéniser, mais au contraire intégrer une forme de mal et, à bien des égards, le ritualiser, faire en sorte qu'il ne devienne pas pervers. Jung, il dirait qu'il fallait voir ses ombres, un peu, c'est ça. C'est bien sûr. Moi, je te remercie de citer ça, parce que je ne suis pas un vrai Jungien, mais j'ai lu toute l'œuvre de Jung. Et un de mes livres s'appelle, qui vient d'être réédité d'ailleurs, tiens, L'ombre de Dionysos.
Et le sous-titre, c'est « Contribution à une sociologie de l'orgie ». Malheureusement, ce n'est pas un truc de la partouze, sinon j'aurais gagné beaucoup de sous. Mais l'orgie en grec, c'est les passions communes. Mais tout simplement, et pour moi, c'est Dionysos qui est mon petit dieu chéri, en effet, et l'ombre de Dionysos, de mon point de vue, s'étend de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il y a des romans, il y a Camille, qui est un roman allemand important, qui montre qu'un homme sans ombre n'existe pas. Mmh. Et moi j'ai poursuivi en disant, une société sans ombre n'existe pas. Donc tout l'art, je suis un homme du Midi, c'est de jouer de l'ombre et de la lumière, de montrer qu'il y a un processus d'interaction entre ces deux grandes caractéristiques de ce qu'est la vie et de ce que nous sommes, exactement. Donc oui, moi je considère, et Jung là-dessus a bien développé cette nécessité de l'ombre, comme étant encore une fois, si je le dis à la manière de Gilbert Durand, une structure anthropologique. Et que dans le fond, c'est en niant ou en déniant l'ombre qu'on aboutit à l'obscurité. Voilà, dans le sens simple du terme. Alors que le propre, justement, encore une fois, d'une sagesse, pour moi je suis attentif à la sagesse populaire, c'est de reconnaître cette ombre qui nous constitue individuellement et qui constitue aussi la société. Voilà, l'homme sans ombre n'existe pas. Une société sans ombre n'existe pas non plus. Et alors, la question que je me pose, c'est que de manière pas concrète, mais pour toi, c'est quoi l'impact? Par exemple, on a vu beaucoup d'entreprises très pyramidales, donc avec un chef à sa tête, et puis en dessous, les sous-chefs, et enfin, tu vois, une pyramide. Et j'ai l'impression que ce système pyramidal, il tient pas dans ce que tu décris, en fait. Ah ben bien sûr. Donc ça ressemble à quoi, une entreprise demain, je te signale. Une entreprise postmoderne. Oui, oublie le mot postmoderne, peu importe. Moi, j'ai pas de fétichisme de terme. J'essaie de réfléchir en effet sur la postmodernité, mais je me préoccupe pas d'une manière fétiche des termes. Voilà. Mais peu importe, on se rend bien compte, encore une fois, que les chefs d'entreprise ne fonctionnent plus, les plus ouverts, ceux qui, dans le fond, font que d'une certaine manière, leur entreprise marche, dans le fond. C'est ceux qui, justement, ne fonctionnent plus sur la verticalité. Je ne dis pas que beaucoup continuent à rester sur ce schéma, soyons clairs. Mais il n'en reste pas moins que, de mon point de vue, et dans les discussions nombreuses que j'ai avec des chefs d'entreprise, ils se rendent bien compte qu'il y a cette nécessité de l'horizontalité. Alors, du coup, on est dans un moment qui n'est pas aisé. Si je le dis un peu à la manière de Lévi-Strauss, quand il parle du bricolage, c'est pas les maisons, c'est pas Monsieur Bricolage ou autre, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand il utilise le bricolage, il montre que à certains moments, il faut s'ajuster entre une logique dominante et ce qui arrive. C'est ça, le bricolage. Et donc, nombre de chefs d'entreprise savent bien qu'il y a une logique économique qui est celle que l'on sait, qui est rigide à bien des égards, etc. Et en même temps, ils se rendent bien compte qu'il faut tenir compte de ce qui arrive, de ce qui pousse, de ce qui est en gestation, etc. Et que tout est de l'ordre. On est dans le moment où le bricolage va prédominer. Voilà mon hypothèse. C'est-à-dire que c'est quelque chose de cet ordre. Mais de plus en plus, ces entreprises ne fonctionnent plus simplement sur l'aspect pyramidal. C'est les équipes, c'est des responsabilités partagées, diverses, multiples, beaucoup de discussions, des quantités d'expressions qui ne reposent plus simplement, encore une fois, sur la loi du père. Voilà. Très bien. Et je voulais faire le lien aussi entre entreprise, entre économie, en fait, et écosophie. Je ne vais pas utiliser le terme d'écologie, je sais que, voilà. mais l'écosophie, évidemment, moi j'ai cette croyance, mais je me trompe peut-être que c'est à travers l'entreprise, qui est quand même plutôt systémique, qu'on va réussir à relever les défis de l'écosophie. Mais j'aimerais bien avoir toi ton point de vue, c'est-à-dire la place de l'écosophie dans l'économie. Alors, restons sur les mots encore, puisque tu en as employé 2 et pas le 3e. L'économie, dans le sens simple du terme, oikos, en grec, c'est la maison. Donc, économie, ça veut dire en grec la loi de la maison, loi qui est verticale, qui est imposée, etc. Et c'est ce qui a été la grande dominante moderne à partir du 19e siècle, de conception. On peut le dire au travers d'une expression un peu antérieure de Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature. Voilà. On a là, dans cette espèce de phrase du discours de la méthode, ce qui par après va se vivre dans l'économie. Moi, je sais, je suis
rationnel, je vais imposer à la maison commune la loi décrétée rationnellement, etc. Ça a marché, on atteint les limites de cette conception économique. L'autre terme qui est entre les deux, c'est le mot écologie, qui reste pour moi dans la même logique. Économie, c'est la loi de la maison. Écologie, c'est le savoir sur la maison. D'ailleurs, les écologies sont le savoir sur ce qu'est cette maison commune, la nature, en la matière. Et de fait, on voit la faillite de ces écologistes actuellement, en particulier en France. C'est pas forcément pareil dans d'autres pays, mais en tout cas en France, ils se conduisent partisanement. C'est comme des partis politiques qui présentent pas beaucoup d'intérêt, et on le voit à bien des égards au niveau du pourcentage de leurs élus, etc. Peu importe. Et c'est là où il y a le troisième terme, moi, que j'ai proposé, après un ou deux autres, après Guattari et après un Norvégien qui s'appelle Hans, qui est l'écosophie, qui veut dire tout simplement la sagesse de la maison commune. C'est ça, écosophie, la sagesse de la maison commune. Qui n'est pas un savoir, qui est une sensibilité. Et moi, je suis d'un petit village des Cévennes et je vois comment mes voisins, ma parentèle, mes amis, etc., n'ont pas cette conception écologique du monde. Mais ils n'emploient bien sûr pas le mot que je vais dire, mais ils ont une sensibilité écosophique, c'est-à-dire qu'ils savent s'accorder à la terre, aux plantes, etc., aux animaux, de diverses manières. Voilà ce qu'est l'écosophie. Et là encore, par rapport à l'entreprise, eh bien, ils se rendent bien compte, ces chefs d'entreprise, qu'il y a nécessité d'intégrer. Alors, ils ne diront pas le mot écosophie, puisque c'est encore un truc trop compliqué, donc ils vont employer le mot écologie, ou le fait qu'il y a des processus d'interaction qu'il convient de prendre en compte, etc. On est dans un moment, en quelque sorte, essai-erreur, où on s'emploie à déterminer comment on va se comporter, comment on va penser, la société, la nature, etc. Mais il y a un glissement qui est en train de se faire, et c'est ce que j'appelle, moi, la sensibilité écosophique. Voilà, donc ce ne sera plus la simple valeur économique qui va prédominer, ce ne sera plus, à mon avis, cette espèce de conception un peu abstraite qui est l'écologie, mais une sensibilité beaucoup plus populaire. J'insiste sur le mot sensibilité. Dans le fond, quelque chose qui prend acte de ce qui existe. On n'a pas de mot en français, mais l'école de Palo Alto en Californie parle de proxémie. La proxémie, c'est la relation qui existe entre l'environnement naturel et l'environnement social. C'est un processus, encore une fois, de va-et-vient, de réversibilité. Et pour moi, c'est cette idée de proxémie qui va se développer de plus en plus. En fait, on pourrait parler, si on ne parle pas d'écosophie, on pourrait parler de déracinement, par contre. Oui. Les entreprises sont un peu déracinées de la réalité. Bien évidemment. Écoute, l'expression que j'ai, l'oxymore que j'ai proposé depuis fort longtemps, c'est celui d'enracinement dynamique. C'est-à-dire, dans le fond, la plante humaine, tout d'un coup, pressent que, comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Voilà. Alors que toute la tradition 18e, 19e, c'était le déracinement. L'œuvre de Marx, c'est sur le déracinement. Il faut, en allemand, je fais l'économie de l'allemand, mais l'esprit de la vie le rend libre, dit Marx. C'est-à-dire qu'il faut se déraciner de la glèbe. Il faut se déraciner de ce qui nous enracine quelque part. Et toutes par après les traditions socialo-marxisantes, même qu'on retrouve à droite et à gauche, là, de ce point de vue, reste de l'ordre du déracinement. Voilà. C'est le mot de liberté par rapport à la nature. Voilà. On se libère des contraintes de la nature. Et c'est ce qui a culminé d'ailleurs dans les 2 ans qui viennent de s'écouler à propos de cette psychopandémie sur le Covid. C'est-à-dire on se déracine. Alors que de mon point de vue, il y a retour de la racine. Retiens mon oxymore, enracinement dynamique. Dynamis en grec, ça veut dire la force. Et que c'est à partir des racines qu'il y a de la force. Voilà. Et je pense que de diverses manières, ce sont ces racines qui sont en train de revenir. Voilà. C'est ça la tradition. C'est ça, une conception qui fait qu'on va reprendre en jeu des termes, des éléments traditionnels que l'on avait cru dans notre progressisme bené dépassé. Progressisme bené et puis de progressisme devenu destructeur. Alors que ce que certains, et je suis de ceux-là, appellent la philosophie progressive, c'est justement revenir à ses racines. Ne plus considérer que l'histoire c'est la flèche du temps hegeliano-marxiste, mais c'est ce que j'appelle moi la spirale. L'image de la spirale, c'est qu'on voit revenir des choses qu'on avait cru dépasser, pas exactement au même niveau. Là encore, ma définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie
démultiplication des effets, archaïque dans le sens étymologique du terme, arché, ce qui est premier, ce qui est fondamental, et développement technologique. Les tribus et Internet, hein, le localisme et, encore une fois, la cyberculture sous ses diverses modulations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà pour moi ce qu'est ce retour des racines, qui, de mon point de vue, va se développer de plus en plus. D'accord. Donc les entreprises, quelque part, elles vont devoir... En tout cas, ce qui est certain, et je le vois chez les plus jeunes, évidemment, il y a vraiment ce retour je sais pas, j'ai envie de dire les bases, mais oui, aux choses qui sont essentielles, en fait. Bien sûr. Le mot garde ce mot, tu as raison de dire essentiel, oui, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à... alors, les termes, bon, deux mots, deux expressions, c'est les structures anthropologiques, hein, c'est Gilbert Durand, qui est le grand spécialiste anthropologue de l'imaginaire qu'il a développé. C'est ce que Jung, puisque tu l'as cité, appelait les archétypes, arché. Hein, arché, c'est encore une fois ce qui est premier, ce qui est fondamental. Et l'importance de Jung, c'est de montrer comment ces valeurs archétypales retrouvent une force et vigueur indéniables. Pour moi, c'est mon sentiment. Est-ce que c'est ce qui permet de retrouver... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent du sens. Oui. Tu n'as pas dû rater ça. Je ne sais pas si c'est le rôle de l'entreprise de donner du sens, mais en tout cas, les gens cherchent du sens dans leur travail. Bien sûr. Là, tu m'embêtes parce que je suis obligé encore de jouer contre les idées convenues. Le mot sens, hein, dans toutes nos langues néo-romanes, du portugais à l'italien, en passant par l'espagnol et le français, n'a de sens que ce qui a du sens. Hein, c'est-à-dire qu'on considère que n'a de sens que ce qui va quelque part, finalité. Moi, je pense qu'il y a en particulier chez ces jeunes générations, il n'y a plus ce désir de finalité. La faille du politique en est une expression. Par contre, il y a du sens dans le sens de signification. Voilà. Donc, donner du sens à sa vie, c'est être attentif à la signification, à ces structures que l'on avait cru dépasser, traditionnelles, et qui retrouvent une indéniable force actuellement. Voilà. Et donc, voilà un peu pour moi cette recherche du sens. Ça ne va pas être là-bas, demain on rasera gratis, les lendemains qui chantent, la société parfaite, hein, tout ce qui était le grand schéma hegeliano-marxiste, mais au contraire, faire de sa vie une œuvre d'art, je disais tout à l'heure, hein, le qualitatif de l'existence. Voilà, moi, ce qui me paraît être important, et c'est ça le vrai sens des choses. Mais encore une fois, de ces choses banales, simples, dans lesquelles on vit. Hein. Pour moi, la vraie culture, c'est manger, habiter, s'habiller. Pour dire simplement, là, des trucs simples. Là. Et que, du coup, il y a ce retour, encore une fois, à cette vie quotidienne, à ces choses banales et de base. Le mot banal, tu vois, dans beaucoup de nos villages français, existe encore le four banal. Et on oublie que le four banal, c'était le jour où le Seigneur rétrocédait le four à la communauté, au village. Et c'était la fête du pain commun, la banalité, le banal, le four banal. Et moi, je pense qu'il faut revenir à cette idée de banalité, hein, c'est-à-dire ce qu'on vit avec d'autres ici et maintenant, et non pas quelque chose qui est à venir un peu plus tard. C'est ça, le vrai sens des choses, la signification que l'on va donner aux choses. Et la dernière question que je voulais te poser, parce que t'es un sociologue de l'imaginaire, tu l'as dit... Je ne suis pas un sociologue. T'es sociologue quand même. Je l'ai été, oui. Ton professeur, c'était Gilbert Durand, donc voilà. On parle beaucoup de réinventer les imaginaires de la société. Est-ce que l'entreprise, pour toi, elle a un rôle dans... Je ne sais pas comment on fait pour réinventer des imaginaires. By the way, c'est en train de se bouger par soi-même, quelque part. Mais est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans ou... je disais sociologues, ils sont tellement ennuyeux que j'ai pas envie d'être sociologue. Si tu as cité Gilbert Durand, j'aimerais plutôt être anthropologue, tu vois, ou essayer d'être un penseur de ce qui est en gestation actuellement. Peu importe, hein, puisqu'en effet, j'ai ce titre où j'étais 30 ans professeur de sociologie. C'est ainsi. Ça, je suis désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Mais, tu as cité Durand, c'est mon maître à bien des égards, et même à des égards certains, mais... il rendait attentif justement au fait qu'il fallait s'ajuster au climat. C'est ça l'imaginaire, hein, c'est le climat, l'atmosphère, c'était la définition qu'il donnait hein, quand on lui demandait qu'est-ce que c'est que l'imaginaire. C'est ce climat dans lequel je me situe. En termes hegeliens, c'est l'esprit du temps. Voilà, Zeitgeist, hein, cet esprit du temps, il était important de l'avoir à l'esprit. Eh bien, encore une fois, les chefs d'entreprise, pour les raisons que j'ai dites, ils sont obligés d'être attentifs à cet esprit du temps. J'ai bien dit, hein, pour faire marcher, pour faire du fric, tu vois, des trucs comme ça, très très simples, d'une certaine manière. Ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas produire quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qui est désiré. Hein, non plus simplement du besoin, mais du désir.
Et l'imaginaire, c'est pas autre chose. L'imaginaire, d'une certaine manière, je l'ai dit, j'ai employé X fois ce mot, c'est l'entièreté. C'est-à-dire non pas un morceau, le cerveau, mais au contraire, le corps, le cerveau et les corps, le ventre, les sens, le sensible, le sensualisme, etc. Et que du coup, cette thématique de l'imaginaire, c'est prendre en compte cette entièreté, c'est-à-dire les histoires qu'on se raconte, les mythes à partir duquel on vit, les fantasmes que l'on a, les fantasmagories. On pourrait multiplier à l'infini les termes en ce sens, mais qui rendent attentif au fait que ce qui constitue l'existence, n'est pas simplement le quantitatif, je le dis, mais le qualitatif. Voilà. L'imaginaire, c'est pas autre chose. Dans le fond, prendre au sérieux des éléments que dans notre rationalisme, on avait laissés de côté, ou on avait oubliés, voire on avait méprisés. Et que d'une certaine manière, on se rend compte qu'il y a nécessité de prendre ces caractéristiques. C'est-à-dire, le caractère, c'est l'empreinte. C'est ça un caractère, étymologiquement. Et les caractéristiques, ce que Durkheim appelle les caractéristiques essentielles d'une société, eh bien, c'est prendre en compte non pas simplement le simple rationalisme qui a prévalu durant la modernité, rationalisation généralisée de l'existence, dit Max Weber, mais au contraire, une dimension beaucoup plus vaste et beaucoup plus ouverte. Encore une fois, penser le visible à partir de l'invisible. L'importance du sacré, puisque j'ai consacré pas mal d'ouvrages à ce retour du sacré, pour moi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'imaginaire collectif actuellement. Mais alors, tu parles des désirs, mais j'ai l'impression que comme on est dans une période un petit peu de transition, les désirs, ils sont multiples. C'est-à-dire que d'un côté, on a encore les désirs qui ont été complètement factices, créés par le capitalisme et la publicité, le marketing, etc. Et de l'autre côté, des désirs qui sont plus enracinés, quelque part. Et c'est tout ce que tu décris. Mais alors, comment tu fais le tri? Où est-ce que tu te positionnes entre le désir de ceux qui veulent une Ferrari, une Lamborghini, je sais pas quoi, parce que ça renforce leur masculinité, je dis n'importe quoi. Et puis, ce désir du vrai, du lien, tu vois, les trucs qui nous a manqué pendant le Covid, par exemple. Moi, je pense qu'il y a ce retour du désir et pas simplement du besoin. Posons un terme très simple, puisque tu viens d'employer le mot. Moi, j'ai été pendant un petit moment, il y a eu une chaire qui portait mon nom dans une école de commerce qui s'appelle Cage, où on avait créé et beaucoup de gens ont utilisé ce que j'avais analysé pour penser le marketing. En termes de tribus, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Le temps des tribus, etc., en montrant qu'on ne pouvait plus avoir une conception globale et purement quantitative, mais que, alors je dis tribu, communauté, peu importe les termes qu'on va employer, mais que les gens les plus subtils en marketing se rendent bien compte, mais alors ils n'appellent pas ça tribu, ils appellent des cibles. Voilà. Mais peu importe, ça revient exactement au même, c'est-à-dire quelque chose qui va mettre l'accent non pas simplement sur un besoin général, mais sur des désirs particuliers. Des désirs des communautés, des petites tribus, etc. Et que le marketing actuellement le plus astucieux est celui qui pense justement ces petites cibles qualitatives et pas simplement quantitatives. Donc voilà, on est en train de faire un glissement d'un marketing qui était général, qui était abstrait, qui était comme ça, à un marketing des tribus, si je reprends une expression que j'ai proposée, un marketing des tribus qui, elle, met l'accent davantage sur les désirs des communautés, des petites tribus, etc. Que ces tribus soient sexuelles, musicales, religieuses, sportives, etc., etc. Tu vois, un peu, il y a une multiplicité de goûts. Moi, je dis, la tribu, actuellement, c'est un partage de goûts. Internet aidant, là encore. Et donc, voilà, c'est ça le désir. C'est ça qui fait que même dans les chefs d'entreprise, ils se rendent bien compte qu'il y a intérêt à intégrer dans la prospective qui est la leur. Justement, ces motivations groupales, communautaires, tribales, etc. Voilà, ce qui est le qualitatif. Merci beaucoup, Michel. Comme chaque fois, c'est toujours passionnant, donc je suis vraiment ravi. J'espère que je ne t'ai pas trop ennuyé. Non, pas du tout, j'étais passionné tout le long. Donc je rappelle, c'est le temps des peurs. Le temps des peurs, oui, qui paraît aux éditions du Cerf le 17 janvier. Oui. Parfait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté, regardé l'épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast, de mettre des commentaires. Et je vous dis à un prochain épisode. Merci beaucoup.